n'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de Grandeur Noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bienvenue sur Grandeur Noire. Aujourd'hui, je suis très émue de recevoir le grand, l'immense Jean-Victor Castor. Alors certains d'entre vous qui ne sont pas guyanais, qui nous regardent de partout dans le monde, vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez découvrir un personnage juste édifiant. Donc vraiment, Jean-Victor, merci d'avoir accepté cette interview parce que je sais que tu es sélectif, tu as du goût, tu n'accordes pas le privilège à tout le monde. Donc je suis très honorée, merci beaucoup d'avoir dit oui. Mais moi, je te remercie. Hein. Je suis très content d'être là. Après, le grand Jean-Victor Castor, bon, c'est autre chose. Mais bon, je répondrai à tes questions volontiers. Merci beaucoup parce que pour moi, tu fais partie des figures qui sont héroïques, vraiment sans en faire trop quoi. J'ai grandi avec ton nom tout le temps répété comme un héros qui a affronté, on en parlera, le colonialisme, l'oppression, la domination. Et jusqu'à maintenant, tu ne cesses pas, tu n'as jamais cessé ton combat, c'est énorme. Alors, beaucoup d'entre nous, dans nos territoires, on ne sait pas reconnaître la valeur des personnes pendant qu'elles sont là. Eh bien, moi, dans cette émission, j'aimerais justement qu'on reconnaisse les grandes personnes, les grandes figures de chez nous. Voilà, parce que pour moi, tu es déjà rentré dans l'histoire, tu es déjà une légende. Et je sais que tu as marqué l'histoire de la Guyane et qu'on parlera de toi longtemps en tant qu'exemple. Donc voilà, c'est comme ça que je te considère. Et pour ce que j'entends autour de moi, c'est comme ça que tu es énormément considéré. Donc on va commencer dans l'ordre chronologique. D'accord. Et en général, je reviens aux petites classes. Et je demande comment ça s'est passé pour toi à l'école, donc depuis la primaire jusqu'à, on va dire, jusqu'au lycée. Est-ce que tu étais à l'aise par rapport à la façon dont on t'enseignait et ce qu'on t'enseignait? Je vais dire que jusqu'à la 4e un peu, j'étais assez conforme. J'aimais bien lire parce que j'ai eu la chance d'avoir une grande bibliothèque chez moi. Et je lisais tous les jours. Donc ça m'a permis d'avoir une culture un peu générale. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc c'était la seule façon de s'intéresser au monde. Bon, je commençais à me rebeller en 4e, en fait. Je commençais à me rebeller, donc je suis passé des félicitations au blâme. Sans transition? Sans transition. Mais blâme quoi? Comportement? Ouais, du comportement. Franchement, je suis passé... Insolent? Ouais, un peu de tout, voilà. Tu répondais, moi j'étais à ce un qu'on petit te peu disait. fils petit bourgeois, là, les parents enseignants, machin chouette. Moi j'ai fait du latin, enfin, etc. Et puis bon, du jour au lendemain, voilà, j'ai refusé, quoi. Hein. Pour moi, il y a eu un basculement, je pense, on devient un petit peu anticonformiste à un moment donné quand on comprend les choses. Et donc c'est à cet âge-là, ça paraît un peu précoce. Et moi, je ne sais pas l'expliquer. Hein. Et puis voilà. Tu es une figure politique aujourd'hui. Avant, tu as été militant. On va revenir sur ton parcours. Mais avant d'arriver à ce statut-là, d'être vraiment une figure omniprésente dans le paysage politique, quelle a été ton orientation après le lycée? Tu t'es dit, quelles étaient tes pensées concernant ta carrière, ce que tu allais faire plus tard? Alors en fait, moi, c'est mon parcours un peu bizarre. Hein. Enfin, bizarre, non, pas vraiment. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de sport. Et j'ai commencé... Quoi comme sport? De l'athlétisme. D'accord. Ouais, j'ai fait de l'athlétisme au haut niveau. Hein. J'ai plongé dans le sport, d'abord pour s'amuser, et puis ensuite, bon, j'en ai fait un élément de carrière sportive. Et puis, donc, quand je suis parti faire mes études, j'ai préparé un BTS de chimie industrielle, j'étais vraiment intéressé par le sport de haut niveau. Et donc, j'ai basculé à l'Institut national des sports en France, à Vincennes. Je commençais une carrière de haut niveau, et puis voilà, et je travaillais à mi-temps, les études, bon... de côté et puis voilà, donc j'ai pas poursuivi dans les études. Donc du coup, malgré 2 parents instituteurs, tu ne t'es pas vu faire des études supérieures en université. Est-ce que ça n'a pas justement déçu un peu les attentes de tes parents, j'imagine? Oui, bien sûr, mais bon, prévoir, comme j'ai commencé à être rebelle assez tôt. Ils sont habitués sans faire une raison, quoi. Ouais, ça fait une raison parce que bon, après, bon, c'est vrai qu'il y a un petit passage. J'ai un petit passage qu'il ne faut pas louper, c'est-à-dire que moi, quand j'étais au lycée, je t'ai parlé, donc j'ai basculé en 4e, mais quand j'étais au lycée, j'étais déjà, voilà, j'organisais des grèves, voilà. Ouais. Donc très tôt, j'ai été très mal vu. Mal vu perturbateur. Élément perturbateur. Perturbateur, j'ai été délégué, donc délégué du personnel, ce qu'on appelait les délégués du personnel, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Et oh là là, c'était des histoires pas possibles. Je me mettais debout, j'affrontais les enseignants.
très tôt, donc très jeune. Moi, j'avais 16 ans, je me suis retrouvé donc en 1978 à aller donc dans la région de l'Ouest, à Saint-Laurent, à l'époque parce qu'il y avait un travail donc, en vacances qui était organisé là-bas. Donc moi, je me dis, bon, on va aller. Comme par hasard, pendant ce séjour-là, il y avait une grande grève dans le bois. Et je me retrouve là-bas, et donc cette grève-là, on se retrouve donc, à peu près plusieurs dizaines de kilomètres dans la forêt, là où les grévistes bloquaient donc, la zone d'exploitation de bois. Et bien sûr, donc grève, piquet de grève, les Babylone, les gendarmes qui arrivent, etc. Rafle, on nous ramasse, et moi je me retrouve pour la première fois de ma vie à 16 ans, enfermé dans un fourgon, à aller à la gendarmerie. Et je me rappellerai toujours, dans le fourgon, il y a Alain Michel qui nous dit, bon les gars, vous êtes des gars expérimentés, ne vous inquiétez pas, c'est très simple, vous dites, je n'ai rien à déclarer. Et donc du coup, moi, c'était à l'époque où tu te mettais les spots dans les yeux, là, tu sais, pendant les interrogatoires. Comme dans les films. Comme dans les films, moi j'ai vécu ça, j'avais 16 ans. On mettait les spots dans les yeux, je suis à la gendarmerie de Saint-Laurent, Monsieur Castor-ci, Monsieur Castor-ça, t'interroges, et moi je répète, je n'ai rien à déclarer, je n'ai rien à déclarer. Les événements de novembre 96, ça a été une vraie révolte, on peut le dire. La révolte de novembre 96 en Guyane a été initiée par des étudiants lycéens pour obtenir dans un premier temps un rectorat et que ce rectorat rende possible plus tard la construction d'une université que nous n'avions pas. Et qui dit rectorat dit une certaine gestion des lycées, des collèges, des écoles primaires. Cette gestion était délocalisée, n'était pas guyanaise et ne tenait pas compte des réalités guyanaises. Pour ceux qui ne connaissent pas la Guyane, mais je pense que c'est pareil dans toutes les colonies d'outre-mer françaises, donc Martinique, Guadeloupe, Réunion, Kanaki, etc. À chaque fois que nous avons obtenu un progrès, il a fallu passer par une sorte de violence. Donc que ce soit un blocage, il a fallu passer par une méthode dure. Ça n'est jamais passé juste avec du verbiage, juste en demandant, juste avec des négociations. Ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. On est obligé d'installer un rapport de force et un rapport souvent qui dure dans le temps parce qu'ils essaient de nous avoir à l'usure pour obtenir des petits progrès qui sont non seulement légitimes, mais qui sont normaux, qui sont logiques. Pour qu'une population puisse s'épanouir, être au minimum dans le bien-être, il lui faut certaines choses que nous n'avons pas chez nous. Et nous sommes obligés de nous battre. C'est pour la survie, c'est des choses pour la survie. C'est pas pour du luxe ou du confort, c'est pour la survie. En novembre 96, moi je pense que c'est surtout cette détermination. C'est-à-dire qu'un mouvement qui part de rien, quelques classes, et qui s'étend, parce que comme par hasard, dans ce mouvement-là, il y a quelques jeunes qui étaient là-dedans, ont compris très rapidement que notre problème de notre classe, ce n'est pas un problème de notre lycée, c'est un problème de tous les lycées, et que même ce n'est pas simplement un problème de lycée, c'est un problème de notre système éducatif. Et donc, ils sont très rapidement, sur quelques semaines, arrivés, mais pas seuls, c'est vrai qu'ils ont eu des conseils de jeunes, puis de militants, etc., et puis y compris d'enseignants, et qui ont accompagné les jeunes, qui ont cru aux jeunes. Ils étaient très, très peu nombreux, les parents. Très peu nombreux au départ. Et puis le mouvement qui s'est amplifié, Et je peux dire que par rapport à mars-avril, c'était peut-être plus difficile à gérer parce qu'il y a eu beaucoup de violence, c'est vrai. Il y a eu beaucoup on a parlé des émeutes, etc. Il y a eu beaucoup d'affrontements aussi. Et ça me permet de rendre, ça, je m'en rappelle. Ça me permet de rendre hommage à Lynn Legrand, qui vient de décéder là. Qui était un personnage énorme du mouvement de mars. Une bombe, tu sais, une sorte de truc de grenade de désencerclement. Fabien m'a dit, il ne faut pas dire bombe, il faut dire grenade de désencerclement. Mais bon, voilà, on peut dire une bombe. Et elle a été blessée sur toutes ses jambes, avec des éclats d'acier. Il faut le savoir, ça. Ils ont envoyé quelque chose sur elle, quoi. Elle était désarmée. Elle était désarmée. Elle était désarmée et quand elle tombe, elle a le poing levé. Moi, j'ai vécu ça, moi. Et enfin, il y avait une période de vacances qui correspondait et puis au niveau de la préfecture, de l'État, là-bas, ils ont dit, bon, il y a les vacances qui arrivent, ça va s'éteindre naturellement et puis après, on va reprendre tranquillement, etc. Et à la rentrée, c'était pire. Il y avait encore plus de gamins dans les rues parce que pendant les 15 jours, ils se sont organisés. Ils sont allés. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Ils sous-estiment notre détermination et notre capacité à durer dans le temps. Ils pensent qu'on va s'éteindre. Ils pensent que ce qui s'est passé en mars-avril 2017, ça y est, ça s'est éteint. Ça ne s'est pas éteint.
ça a déclenché une prise de conscience. Et là, la population est véritablement en train de s'organiser au niveau économique. Je vois un nombre de retours incroyables de jeunes Guyanais qui viennent monter leur entreprise ou de Guyanais sur place qui se reconvertissent pour devenir entrepreneurs, artisans, agriculteurs et justement faire ce que tu préconises, reprendre les ressources de la Guyane, produire des choses ici avec nos richesses, à partir de nos richesses. Ils ont fait des rafles de jeunes, déjà. Et pour essayer donc... Mais chez eux, ou bien dans la rue, pendant les... Partout, y compris dans les écoles. Il y a des choses pas possibles, Dans bien les sûr. écoles, ils sont rentrés prendre devant les lycées, étudiants. etc. Ils ont récupéré des étudiants, ils ont fait pour faire peur. C'était créer un climat de terreur pour faire peur. Attends. Pour que les parents cessent de faire venir leurs enfants. Il y avait le couvre-feu. Mais c'était terrible ce qui se passait. Donc, attends, un fourgon de policiers vient, ils prennent des personnes au hasard, ils les embarquent dans je ne sais pas si c'est au hasard, mais plusieurs jeunes ont été ciblés, dont des jeunes qui étaient à la tête du mouvement. Ah bah bien sûr. Tu vois, pour casser le mouvement. Ça n'a pas marché. Hein, et donc, on est solide. Ça n'a pas marché. Et donc, du coup, le mouvement s'est amplifié. Donc, il fallait se battre pour les revendications d'ordre général, l'Académie de la Guyane. Et il fallait se battre aussi pour faire sortir les gamins. La CNN est venue en Guyane en 96. Et il faut savoir qu'en 96, certains journaux en France ont écrit, écoutez bien, que les militants qui accompagnaient les étudiants avaient été formés en Libye par les jeunes Kadhafi. Ah non, Tu avais une autre version aussi. Certains journaux disaient que énorme. Ce sont peut-être des intérêts américains, que peut-être que c'est en fait des trucs incroyables. On nous prêtait toutes sortes d'affiliations pour essayer de justifier et de donner un caractère terroriste à une action qui était une action lycéenne, on va dire, et populaire. Donc nous pas ça fait nous-mêmes. Voilà. Donc en fait, l'esprit c'était ça, c'était de caractériser, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement social, c'est un mouvement politique, ce sont des agitateurs et en plus, ils sont manipulés ou ils sont à la solde d'intérêts qui sont d'intérêts extérieurs. Ce qu'il y avait d'intéressant dans le mouvement de novembre 96, on avait la détermination des jeunes et je pense un accompagnement qui paraissait quantitativement, les personnes étaient peu nombreuses, je parle des enseignants qui les ont accompagnés. Il y a eu cette jonction ensuite entre le monde du travail et le monde lycéen. Ce n'était pas un jour et puis un autre jour dans une semaine, c'était tous les jours comme ça. Et donc ça a duré. Et le mouvement est arrivé à un moment où le président de la République, qui était M. Chirac à l'époque, de la France, il dit, bon, il faut faire quelque chose. Quoi. Voilà. Donc ça a été une victoire retentissante novembre 96 parce que vous avez tout obtenu. Madame Michel Chevry a tout de suite, très proche de Chirac, a dit, moi je veux mon académie aussi. Alors, donc l'Académie de la Guadeloupe a été créée parce que l'Académie de la Guyane a été créée. Voilà. Encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, on a initié beaucoup de choses, voilà. On ne le sait pas. Et quelques mois après, donc je crois que c'est en avril comme ça, en avril de 97, et il lance les opérations de répression. Et subitement, on apprend que Alain Michel et des jeunes sont arrêtés. La garde à vue a dû durer 2 ou 3 jours. Et au petit matin, Alain Michel est transféré à l'aéroport. Donc on se retrouve à plusieurs, peut-être qu'on n'était pas nombreux, hein. Je vous dis comme ça de tête, une vingtaine, une trentaine de militants, tout le long de la route comme ça. Et tu vois donc la caravane des blindés, des camions militaires, etc. Donc Alain Michel et ses jeunes sont déportés en direction de la Martinique et de la Guadeloupe. Ils prennent l'avion et on voit l'avion qui part, l'avion militaire qui s'en va avec eux. On s'organise pour préparer donc l'aide juridique, l'accompagnement juridique avec des avocats, etc. Mobilisation de la population, information déjà, parce que les gens ne savaient pas. C'était quoi le slogan de l'État? Ils ont noyé le pays avec ça. Ces gens-là ont tenté de brûler la maison du procureur. C'est ce qu'ils ont dit? Oui. Donc, en mars 96, en novembre 96, pendant le mouvement des lycéens, il y a eu un début d'incendie de la maison du procureur. Et donc, en avril, tu te rends compte, le procureur de la République. Et donc, en avril 97, on ressort l'affaire. Grosso modo, je crois qu'il y avait 12 personnes qui ont été arrêtées en avril de 2017. 97, excuse-moi. Et ce qui s'est passé, c'est que
quand ils sont partis avec Alain Michel et les quelques jeunes qu'ils ont répartis sur la prison de Martinique et sur la prison de Guadeloupe, nous, on a été arrêtés un petit peu après. Donc, Avril, une partie a été arrêtée et toi? Dans la foulée. Parce que moi je l'ai su tout de suite parce que moi, j'ai su que j'allais être arrêté. Ah bon? Oui, parce que Claudette Duhamel, quand elle était face au juge Plantier, elle a vu le mandat de dépôt. Mon mandat de dépôt était déjà fait. Ils sont tellement malins, ils laissent ça exposer. Et en fait, tu sais qu'ils m'ont arrêté le jour de mon anniversaire. Donc moi, j'ai eu le temps d'avertir ma famille que j'allais être arrêté. Et ils sont arrivés à un peu... À la limite, tu prépares ta petite valise, ton petit brosse à dents. Je ne savais pas quel jour que j'allais être arrêté. Je ne savais pas que j'allais être arrêté le jour de mon anniversaire. Mais je savais que j'allais être arrêté. Et ça a été très rapide. Hein. Et donc, du coup, ils débarqué. Ils sont arrivés chez moi avec fourgon. Combien de personnes? Pour arrêter une seule personne qui n'est pas armée? Oui, la porte a été pétée au bélier. Oui. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont frappé à la porte? Mais c'est quoi ça? Donc voilà, ils sont rentrés comme ça. Ils m'ont récupéré. Entre-temps, donc moi, je ne savais pas, mais j'ai appris par la suite que Fabien Canavi est arrêté aussi. Le même jour? Oui, le même jour que Koyo aussi, donc Jean-Claude Ringuet. Donc c'était ces 3 militants et plusieurs autres jeunes. D'accord? Et ils sont allés très loin parce que il fallait marquer les consciences. Et donc on est arrêté et pendant qu'on est en garde à vue, il y a des manifestations parce qu'entre-temps, le travail qu'on a fait, les gens défilent dans les rues contre les arrestations d'Alain Michel et des jeunes. Et maintenant, contre ces arrestations qu'ils viennent d'apprendre dans la journée, etc. Dans la symbolique, il faut le savoir, c'est que sur cette deuxième vague d'arrestations, ils se disent, on va les embarquer dans un bateau, comme à l'époque de l'esclavage. Comme ça, voilà. Donc, symbolique. Ils aiment les symboles. Hein. Ils aiment les symboles. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et on est enfermé dans un bateau. Donc, on est amené à... Pas dans la cale, quand même. Dans la cale. Ah mais non, mais dans non. La cale, c'est une blague. Dans la cale, dans la zone de moteur, dans la cale, on est amené à la base nautique de Dégradé-Cannes, d'accord? Et pour te dire, je vais vous donner une petite anecdote, c'est important de savoir ça. Ils avaient tellement peur, ces gens-là, de ce qui se passait en Guyane. C'est que ce convoi militaire qui nous transporte au petit matin, alors que les gens sont fatigués, les gens occupent les rues, les gens font des barrages. Parce qu'ils se disent, s'ils ont pu partir avec Alain Michel et les jeunes par avion, donc les gens commençaient à barrer la route de l'aéroport. Et donc du coup, ils nous amènent donc à la base navale. Et nous, quand on sort moi j'ai été transporté du commissariat de Cayenne jusqu'à la base nautique dans un blindé. Tellement ils ont peur. Dans un blindé. Je suis transporté dans un blindé, pas dans un fourgon, pas dans une voiture, un véhicule banal. Je suis dans un blindé. Donc, on arrive là-bas à la base nautique. Et quand on arrive à la base nautique, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui conduisent le blindé demandent, j'ai vécu ça, demandent à leur hiérarchie qui nous escorte pour retourner. Il est paix. Il y a un blindé. Mais pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en novembre 96, pendant les manifestations de novembre 96, les jeunes de Guyane sautaient sur les blindés. Les jeunes de Guyane sautaient sur les blindés, versaient de la peinture noire sur les vitres. Et là même, ils ont pliché. Ou alors, écoute bien, ils bouchonnaient les trucs d'échappement. Ah ouais, ils ont pliché. Donc, ils ont eu peur. Et alors ils ont pris des risques quand même, c'est chaud. C'est très chaud. Il faut savoir que moi, dans le blindé dans lequel j'étais, parce que c'est vrai qu'il y a eu des affrontements armés, il faut savoir que plusieurs gendarmes ont été blessés par balle en novembre 96. Ah ouais, les Guyanais ont pris leur fusil de chasse. Non, il y avait un caractère insurrectionnel. C'est pour ça que tous les médias du monde parlaient de ce qui se passait en Guyane. Ah ouais, c'était guerre civile quoi. C'était insurrectionnel. Il y avait couvre-feu, il y avait tout. Hein. Ah, je me rappelle du couvre-feu, je me rappelle des émeutes. Alors le blindé dans lequel j'étais, pour te dire, moi je fais l'expérience d'être dans un blindé et je vois un trou. Et tu discutes avec les militaires qui t'amènent, parce que bon, voilà, eux, ce sont des exécutants. Hein. Et c'est quoi? C'est une balle de 22 Lorif qui a traversé la vitre blindée. Sauf que la personne qui a tiré, elle a tiré, sauf qu'elle ne savait pas qu'il n'y avait pas qu'un pilote. Tu avais 2 pilotes dans le blindé. Et donc la balle, elle passait entre les deux. Donc, heureusement. Donc tu vois que c'était une situation qui était très, 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 on va dire, exacerbée. Et donc, ils ont eu peur. Moi, je pense que la France a eu la trouille de sa vie avec les événements de... Et donc, il faut frapper fort. Et donc, on s'est retrouvés, nous, en cale de bateau, 2 jours de bateau, hein, entre la Guyane et les Antilles. Quand on arrive aux Antilles,
il y a déjà des manifestations de solidarité en Martinique. Ça, et tu vois, il n'y avait et pas en encore Guadeloupe. la communication instantanée. Voilà. Et pourtant, vous étiez organisés. Ouais. Donc, il y avait déjà des manifestations. Les gens s'apprêtaient à nous attendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous arrêtent donc au milieu de mer, dans la baie de Fort-de-France. Ils n'arrivent pas donc sur le Dégras pour accoster, puisque ce n'est pas possible, il y a des manifestants. Ils nous arrêtent, on nous transborde dans des chaloupes pour nous amener là où les militants ne nous attendent pas. Et ensuite, on est arrivé. Pour te dire que quand on est arrivé à la prison du COS, les prisonniers avec qui on a trouvé des liens d'amitié, hein. Tu rentres dans une prison, tu as des liens d'amitié avec les prisonniers et tout, ils nous ont dit, on n'a jamais vu ça. En pleine nuit, gyrophare, escorte, on fait que ça. Il a dit, mais ce sont les gros terroristes de la Guyane qui arrivent, on fait, etc. Bon, voilà. Bon, ce sont des anecdotes, ça fait rire un peu après coup. Mais ils ont voulu frapper fort. Donc, la symbolique du bateau qui transporte en cale de bateau, donc des personnes, et qui les ramène Ma question, et la déportation. C'est dans le bateau, quelles étaient les conditions de détention? C'est-à-dire que, d'accord, on t'a emmené en blindé. Une fois que tu es sorti du blindé, est-ce que tu étais menotté? Oui, tu es menotté dès le départ. Tu es menotté. Depuis le commissariat. Et puis, quand tu rentres dans le bateau, tu restes menotté pendant toute la traversée? On n'a pas été menotté pendant toute la traversée. Mais en cale, c'était des cellules avec des barreaux? Non, tu as des petits, des petits box. Et tu es couché, tu as les moyens de dormir, hein. Mais tu es effectivement tu es dans la cale où il y a les moteurs et tu entends le bruit des moteurs, etc. Mais moi, je pense que c'est pas tellement une question de bruit et tout, c'est simplement vous êtes en cale de bateau, quoi. À l'ancienne. Voilà, vous êtes en cale de bateau. Dans le traumatisme. Voilà. Et une fois, alors, moi j'aurais aimé une anecdote sur la solidarité qui s'est organisée entre vous, militants guyanais, parce que vous avez été dans la même prison. Est-ce qu'on vous a laissé dans le même quartier? Est-ce que vous avez pu communiquer ou bien développer des moyens de communiquer de façon clandestine? Comment s'est passé Est-ce que vous avez eu des nouvelles du soutien guyanais qui avait lieu en Guyane? Les étudiants, il me semble, guyanais en France aussi vous ont soutenu. Comment s'est passé tout ça? Alors, sur la question de la solidarité, on va dire, entre nous, déjà, ils nous ont séparés. D'accord? Donc, tu avais une partie qui était en Guadeloupe, une partie des militants qui étaient en Guadeloupe, une partie surtout des jeunes d'ailleurs, qu'ils ont mis en Guadeloupe, à la prison de Bemao. On a plutôt parlé de la prison du COS, mais il y avait donc des jeunes qui étaient à Bemao, en Guadeloupe. Et donc, le milieu, on va dire, patriotique guadeloupéen s'est organisé autour donc, de ces jeunes-là, avec une très grande solidarité aussi, donc notamment avec des militants de l'UGTG, tout ça. Big up la Guadeloupe. Big up la Guadeloupe. Et puis, bien sûr, en Martinique. Donc, en Martinique, ça s'est passé à la prison du COS. On était dans des quartiers différents, hein, donc Alain Michel d'un côté, Koyo de l'autre. Alors, Fabien, lui, Canavi, lui, il a fait que 8 jours, en fait. Et donc, lui, il a que pas... 8 jours? T'as fait combien, toi? Moi, je fais 2 mois et demi. Comment ils peuvent te garder 2 mois et demi sur la base de quoi? Mais Alain Michel, il est resté plus longtemps. Alain Michel, je crois qu'il a dû faire 6 mois. Moi, je suis sorti en même temps que Koyo. Sans preuve. Bien sûr. Et des jeunes, tu as des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont sortis 6 mois après. D'accord. Donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu une solidarité interne. Donc, on était dans des quartiers différents, mais on communiquait. Tu sais, c'est facile de communiquer dans une prison. Je parle fort. Ben non, pas forcément, tu as d'autres méthodes. Ah bon? Donc, il y a plein de méthodes pour pouvoir s'organiser. Je tiens à dire quand même, on s'en fout, qu'il y a eu une très grande solidarité des surveillants martiniquais. Ah oui? De la prison du COS. Très, très grande. Parce que tu sais, les gens ne sont pas dupes. Tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce que les gens... On a toujours un petit germe en nous, tu vois? Et comme... C'est pour ça, je pense, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils nous écartent de certains postes. Exactement. Parce qu'à un moment donné, le gène africain ou bien communautaire va s'exprimer. À un moment donné, il y aura un choix à faire. Bien sûr. Et ils ont peur que les personnes qu'ils vont placer, juges, procureurs, recteurs, préfets, se retournent contre eux et puis défendent leur population. Voilà la réponse. Et donc, on a pu communiquer entre nous, on a pu avoir de la solidarité. On a eu, y compris, il faut le savoir, de la solidarité de prisonniers même, qui étaient là, des prisonniers de droit commun, et qui ont très rapidement, au travers des discussions, compris, à un point tel que, moi je parle pour du COS, à un moment donné, si tu es militant, tu apprends des personnes qui sont autour de toi, tu vois la misère sociale, la précarité sociale, les mécanismes, quand tu discutes avec ces prisonniers qui ont amené des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Martinique qui étaient emprisonnés. Comment ils en sont arrivés là, quoi, dans le trafic de drogue, dans toutes sortes dans les braquages, etc., etc. Et tu discutes avec eux, mais toi, tu leur fais part du combat, de ta cause.
Et cette cause-là, il la retrouve aussi. Mais comme on a les mêmes problèmes, et comme on a cette proximité, on a le même adversaire. Et comme on a cette proximité-là, tu sais qu'à un moment donné, la direction de la prison a fait des rapports en disant que les militants guyanais s'associent, font de la formation politique au niveau de la prison de Bicos. On va pas s'en sortir avec eux. On a pu communiquer, on s'est organisé et il y avait cette solidarité aussi martiniquaise avec les militants qui venaient tous les vendredis. Donc en dehors, tous les jours, hein, ils étaient organisés, les avocats, etc. Mais il y avait un rassemblement tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs. Les tambours étaient là. Tambours, etc. Toujours. Et tu parlais de la Guyane, tu avais des manifestations en Guyane, mais monstres. Des manifestations monstres pour nous demander, à l'époque, le slogan « Libérez-nous, camarades ». Oui, il y avait des t-shirts, voilà, etc. Ils s'étaient même tagués. Voilà, il y avait même les enfants dans les écoles qui chantaient ça. Oui, on leur disait de ne pas chanter ça. Voilà. Je ne savais pas qui c'était à l'époque. J'étais petite, mais j'ai ça. Et donc, si tu veux, là, ce qui s'est passé, c'est que ces manifestations-là, de soutien, etc., bien sûr, ça te donne du baume au cœur, tu te dis que tu n'es pas seul, etc. Et c'est important, il ne faut pas il faut pas sous-estimer ça. Et ça crée, on parle de lionnage, entre bien sûr donc, nos mouvements, les mouvements de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Et c'était une période très dense en termes de solidarité. Des délégations de la Guyane venaient aussi en Martinique ou en Guadeloupe pour venir. Donc voilà, moi je les voyais de ma cellule, tu es là, et puis tu vois des camarades, et puis voilà. Donc il y a eu cette symbolique donc, du bateau qui a beaucoup marqué donc, on va dire, un peu les adultes de l'époque, parce que ça nous a fait revenir à des choses très anciennes, mais c'était volontaire. Et puis après, la solidarité elle-même, moi, comme je dis tout le temps, cessez de répéter que les Guyanais ne sont pas solidaires. Moi, je pense qu'en Guyane, parce que je l'ai vécu, parce que bon, voilà, certains disent que j'ai été persécuté, j'ai subi pas mal de choses, j'ai toujours, très honnêtement, trouvé à côté un soutien et une solidarité guyanaise très forte. Le procureur général, écoutez bien, il répétait à tout va que ces personnes sont des terroristes, et que ce qu'on leur reproche, c'est, par rapport au code pénal, c'est entre 20 et 25 ans de prison. Un état d'esprit où je m'attendais à être là pour 20-25 ans. Tu vois? Mais respect à toi, parce que t'as pas lâché, mais le gars, il a bassiné les gens avec ça, quoi. C'était une propagande organisée, planifiée, matraquage. Les mêmes mots, terroristes. C'est ça. Quand je compte un petit peu, je crois que j'ai été 9 fois en garde à vue dans ma vie, d'accord? Et souvent syndicalement, ensuite politiquement. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans cette période-là? Il faut savoir que j'ai été arrêté 2 fois. J'ai fait 2 fois de la prison. Donc en fait, j'ai été... 97? Toujours en 97, j'ai été libéré grâce à un témoignage de Line Legrand. Parce qu'en fait, Line Legrand, qui était censée être la personne qui était à côté de moi quand je donnais les ordres, la période où ça s'est passé selon le pouvoir de police... Elle avait un alibi. Elle était à l'hôpital par rapport aux fameuses grenades, etc. Voilà, alibi, terminé. Alors du coup, le juge Plantier, quand cette preuve-là elle arrive 2 mois et demi après, soi-disant, il dit ouais, c'est inadmissible, comment ça se fait que ce n'est que maintenant que ces éléments, patati patata, et donc je suis libéré quelques jours après. Je rentre en Guyane, bien sûr avec Koyo et tout, et manifestation monstre, les gens viennent à l'aéroport, bon, on circule, je ne sais pas pour combien de temps, j'étais fatigué dans les rues de Cayenne, pam, caravane, machin chouette et tout, ouais, mais l'aéroport était plein à craquer et tout. Et en fait, voilà, je suis quand même, et avec les autres, sous contrôle judiciaire. On n'est pas Alors que vous êtes innocent. On n'est pas acquitté. On n'est pas acquitté. On est sous contrôle judiciaire. Mais comment ça, vous n'êtes pas acquitté? On n'est pas acquitté. On est simplement libéré. Dans le doute, on est libéré. On n'est pas acquitté. Mais quand on est libéré, il n'y a pas à payer ton billet retour. Hein. On ne te paye pas ton billet d'avion. Hein. C'est une blague. Non. C'est par solidarité que les billets d'avion sont payés. Ah mais non. Mais si. Il faut le savoir. Et donc, du coup, on rentre en Guyane. Et il y a les manifestations. Donc, tout le monde est content et tout. Mais on est sous contrôle judiciaire. Et donc, je crois que c'était un dimanche. Et je vais avec ma compagne et ma fille, donc Tisseka, qui a 2 ans. Et je vais faire le contrôle judiciaire. Et quand j'arrive à la police, au commissariat de Cayenne, j'arrive et la personne qui est en face de moi, je la vois qui tremble. Et je sens qu'il y a des personnes derrière moi. Et je me retourne et je vois deux personnes exogènes qui sont derrière moi. Et finalement, il y a le capitaine donc, du SRPJ qui arrive. Oui, on vous met en garde à vue. Donc moi, je suis libéré. 15 jours après, je me retrouve dans cette situation-là. Résultat, c'est que je suis placé en garde à vue, en cellule.
Mais moi, j'ai pas de nouvelles, moi, de ma compagne et de ma fille de 2 ans. T'as pas pu leur dire, bon ben rentrez, je vais pas ressortir. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent au commissariat. Et on les arrête aussi. Ta fille de 2 ans? Ma fille de 2 ans était placée en garde à vue avec sa maman. Mais ils sont malades, Ouais. pourquoi ils font ça? Mais, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais... Mais quel rapport avec ta compagne? Je comprends pas. Parce que c'est comme ça, la répression. Il faut le toucher. Non, mais c'est comme ça. Alors, Qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait? Tu sais, dans ces systèmes-là, il y a des lois. Dans ce système-là, on va chercher le maillon faible. Quel est... Non, mais il y a des lois pour arrêter les gens. Il faut des trucs, il faut qu'il y ait une raison. Écoute bien, quand tu arrives à ce niveau-là, dans le système, soit les systèmes impérialistes, les systèmes de pouvoir dictatoriaux ou les pouvoirs coloniaux, à un moment donné, la loi, elle compte plus. Il y a tellement de personnes qui ne se rendent pas compte. Donc, cette personne ou ces personnes, sans t'arrêter, sans libérer, elles recontinuent tout de suite à manifester, à faire des révélations, etc. Il faut trouver autre chose. C'est une dictature voilée et beaucoup de personnes ne comprennent pas, notamment des personnes de nos populations de l'outre-mer ne comprennent pas que la France est une dictature, que la France est une tyrannie, simplement contrairement à d'autres pays qui l'affichent ouvertement, d'ailleurs qu'ils pointent souvent du doigt. Eux, ils ont un masque de carnaval qui les déguise en une république, en une démocratie. Mais si vous étudiez ce que représente le système démocratique, c'est un système où le peuple prend des décisions par référendum, où le peuple participe à proposer des lois, ce qui n'est pas le cas. On est dans une oligarchie où c'est une élite qui vient de la même classe sociale à chaque fois, qui prend les décisions, qui dirige et qui pénalise aussi. Et cette élite-là dirige, peu importe le bien-être du peuple. C'est pourquoi les gilets jaunes sont sortis dans la rue et se sont fait gazer, se sont fait blesser au flashball, etc. Parce que on est dans une répression. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous n'avez pas le droit de décider de votre bien-être. Nous ne sommes pas dans une république ni dans une démocratie, nous sommes dans une dictature voilée. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ma compagne et ma fille de 2 ans arrivent? On les arrête aussi. Et ma compagne est placée en garde à vue, elle aussi. Et là, il y a ma fille de 2 ans dans ses bras. Donc, il y a des manifestations à l'extérieur, ça commence à tourner en émeute et non, tout. mais c'est sûr, là par contre, un enfant, il ne faut pas exagérer. Là. Il faut savoir, donc, pendant que je suis dans ma cellule, il s'arrête avec le fourgon devant ma cellule et je vois ma compagne et ma fille. Rentrer dans le fourgon. Non, dans le fourgon et qui me regardent, parce que tu sais, tu as le petit tableau là. Donc, je les vois. Ils me voient. Psychologique, ça c'est pour briser les gens, ça. Et en fait, parce que quand tu es rentré au fond, on t'a pas dit qu'on les avait arrêtés. Pas du tout. Par contre, on te montre qu'elles sont dans le fourgon. Voilà. Non, mais vraiment tout pour que tu puisses. Et donc, du coup, ils font ça. Ils sont partis donc perquisitionner chez moi, etc. Et donc, ma compagne n'a été libérée que le lendemain. Entre-temps, dans la nuit, ils avaient libéré donc, ma fille, hein, donc, puisque ça c'était quand même assez fort hein, d'aller jusque-là. Et donc, je crois que ma fille a été relâchée vers 23 h hein, le soir, hein, la petite. Il faut bien comprendre comment il fonctionne. Et je pense que quand on a conscience de comment il fonctionne, on peut anticiper tout ça, on peut se préparer à tout ça et être plus fort. Tu vois, avoir le recul pour pouvoir résister à ça. J'ai été emprisonné cette fois-là, j'ai été placé en garde à vue emprisonné parce que j'aurais battu à mort, presque à mort, un policier. Donc, ils ont fait un policier témoigner qui m'aurait vu le battre presque à mort. Donc, j'ai été emprisonné la seconde fois pour ça. Et donc, il y avait des manifestations. Et donc, il y a un surveillant qui me dit, ils ne peuvent pas te tenir, ça bouge. Et c'est vrai que moi, de ma cellule, j'entendais les grenades, ça pétait. Il y avait une émeute dehors pendant. Il y avait des manifestations tout le temps. Non, mais pas dit manifestation. En tout cas, les chauffé. Ça pétait de partout. Là, à émeute, à révolution. Ça pétait de partout. Alors, je ne veux pas mentir, mais je crois, en 17 jours, sur cette affaire-là, il y a eu 4 à 5 juges. Salah qui a tombé malade. Celui-là, il a dû partir en France. Enfin, etc. Les ancêtres. Mais pourquoi? Parce que c'était tellement chaud qu'ils avaient peur. Ils ne tenaient pas la pression. Il y avait tellement d'arguments pour prouver mon innocence que, bon, voilà, ça tombait de... Et donc, est-ce que tu veux savoir comment j'ai été libéré? Comment? Je veux savoir. On veut savoir. J'ai été mis à la porte presque avec un coup de pied dans les fesses. Ils n'en pouvaient plus. Un jour, parce qu'en fait, quand tu es libéré, le terme en prison, on dit pactage. Donc moi j'ai appris ça quand j'étais à Ducos. Quand on te dit pactage, ça veut dire, bon voilà, tu prépares ton pactage pour être libéré. Et moi j'entends, Castor, pactage. Alors je dis pactage quoi, je crois qu'il était 15 h comme ça, enfin un début d'après-midi ou un truc comme ça. Et je dis pactage quoi.
On vous a dit pactage, monsieur Castor, pactage. Alors je dis, je commence à ramasser mes trucs, les surveillants qui me mettent la pression. Mais je te dis, une pression. Tu sais que j'ai oublié des trucs en prison. Hein. J'ai oublié des trucs dans ma cellule, quoi. Et donc, j'arrive donc au bas, donc, dans la partie administrative, et je dis à la dame, bon, est-ce que je peux appeler ma compagne, qu'elle vienne me chercher? On n'a pas le temps, on vous a dit de sortir et tout. Et on m'a poussé à la porte de la prison, je te jure, de Cayenne. Ils ont refermé les portes. Tu as vu l'ancienne prison, là, tu as vu la grande porte, là. Oui. Ils ont refermé la grande porte, je me suis retrouvé avec un petit carton, avec quelques trucs, et j'étais comme ça, dehors. Non, mais jusqu'au bout, et il y avait, je me rappellerai bien, il y a M. Tarsi qui passait à côté avec sa petite fourgonnette. Le gars, il passe devant moi. Mais c'est qu'a fait marche arrière. Oh, Castor, ça, t'as fait dehors. Moi, j'ai foutu me dérodit la joie là. Ah bon, t'as mis. Et puis, je lui ai expliqué tout. Donc, je vais à l'UTG. Les gens se préparaient ils préparaient les manifestations. Donc, j'arrive à l'UTG. Les gens sont là. Bon, enfin, voilà. Personne n'était au courant. Personne. T'arrives à l'UTG. Même les avocats. Même personne. Dehors. Alors, on en vient à la conclusion. Tu es dedans depuis très jeune. Tu nous as dit ta première expérience où tu as été arrêté, c'est à 16 ans. Aujourd'hui, tu es encore là, debout, solide, à continuer de te mobiliser par tous les moyens, sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, associatif, syndicat, tout. Tu es au front. Dès qu'il y a une mobilisation, une conférence, quelque chose, tu es là. Et je me dis, cette longévité, déjà, comment tu fais pour continuer à y croire, pour continuer à trouver, à puiser la force à l'intérieur de toi de te battre, parce que c'est épuisant. Et surtout, quel progrès est-ce que tu envisages, est-ce que tu espères, quel progrès tu espères de cette longue mobilisation? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il en découle? Moi, je pense qu'il y aura toujours, chez beaucoup de personnes, ce fameux petit germe-là, patriotique. Il est soit nourri, soit il est... Anesthésie. C'est à nous de trouver les voies et moyens pour le réveiller. La Guyane ne peut pas rester le seul pays sous domination en Amérique du Sud. Voilà. Au XXIe siècle. Voilà, ça va se faire. Maintenant, il faut se préparer. C'est un travail de prise de conscience, c'est un travail d'organisation sociale, d'organisation politique, d'organisation culturelle, d'organisation, on va dire, historique aussi, hein, toutes les recherches que vous faites, etc. Il y a plein de choses à démystifier. Et là, il y a un tournant qu'on a pris. Oui, je sais. On a vraiment pris un tournant et moi, on se rapproche. Et j'apprécie beaucoup le travail que vous faites. Et parce que c'est une partie donc, du boulot que nous, on n'a pas su faire à un moment donné. Et moi, toutes les personnes qui font les recherches aussi sur l'histoire qui a précédé la période de l'esclavage, qu'on nous a complètement masqué, et ça c'est très important. Et donc du coup, tout ça, ça a aussi donc, un impact psychique sur les personnes, parce que quand on ne sait pas se rattacher à une histoire profonde de civilisation, et qu'on se rattache uniquement à une période historique, on est démuni de nos racines. Lorsqu'on n'est pas fier, lorsqu'on n'a pas... Sankara le disait encore, je le cite, on devient ce que l'on connaît. Exact. Donc on ne peut pas devenir des gens puissants si on ne sait pas qu'avant nous, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres ont été puissants. Si on se dit qu'on vient d'une lignée de faibles, on ne peut pas penser que nous, on sera l'exception qui va devenir puissante. On va se dire, je viens de gens faibles, c'est comme ça, donc je serai faible. Non. Il faut qu'on sache qu'on a eu des empires organisés, majestueux, fastueux, riches, puissants, qui ont dirigé le monde pour qu'on puisse comprendre qu'on peut se diriger soi-même. On en est capable et je pense qu'on est à un tournant là. Vraiment, je vois depuis 2018, ça bouge énormément. Et là, les dominants, là, le gouvernement colonial français est vraiment en train de perdre du terrain. D'année en année, je dirais même de mois en mois, leur chute se précipite parce que en Afrique ça bouge, dans les Outre-mer ça bouge, et contrairement aux luttes de 96 ou de 74 ou les luttes précédentes en Guyane, maintenant il y a un réseau qui s'établit entre les Outre-mer et l'Afrique. Donc au bout d'un moment, l'unité fera que on sera imparable. Il ne faut pas s'attarder sur les personnes. Concentrez-vous sur votre cause. Parce que si on regarde les personnes, on dit ouais, mais il n'y a pas qu'à suivre moi, les gens ne viennent pas, les gens ne suivent pas, et finalement on s'apitoie sur notre sort, comme si c'est comme ça quoi. Vous êtes avant-gardiste, on s'engage dans un combat, c'est la cause qui doit nous guider. Et à partir du moment où on se concentre sur la cause, on ne peut pas perdre de vue parce que c'est notre étoile. C'est notre étoile, on sait pourquoi on se bat. Est-ce que cette cause-là, elle est juste? On analyse. Après, ce sont des problèmes de stratégie pour atteindre nos objectifs, de tactique politique, tout ce qu'on veut.
Mais c'est la cause qui doit nous guider. C'est très important ce que tu dis parce que moi, j'ai eu à comprendre ça. Au début, ça m'affectait énormément quand je voyais des causes tellement importantes et juste pour la Guyane, comme la montagne d'or, par exemple, où il fallait lutter pour sauver notre environnement, pour sauver notre santé, et qu'il n'y avait personne qui se rassemblait. On était 20. Je me disais, mais franchement, j'avais la rage contre la population. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il leur faut pour comprendre? Et aujourd'hui, je ne fais plus en fonction de est-ce que les gens vont venir, est-ce que les gens vont comprendre. Je fais parce qu'il faut défendre cette cause-là. Il faut qu'il y ait des voix pour dire les choses. Les gens viendront au fur et à mesure, les gens se réveilleront à leur rythme. C'est ça. Mais ils nous rejoindront, même si c'est dans 10 ans, dans 15 ans, même si je ne le verrai pas moi-même, mais j'aurais fait avancer un tout petit peu l'éveil des consciences. Et c'est comme ça, effectivement, j'envoie un gros big up à Activist Chata parce qu'elle a eu une vidéo, je vais la mettre en lien, je ne me souviens pas là tout de suite du titre, mais je vais la mettre en lien, une vidéo où elle explique vraiment les erreurs, les pièges à éviter en tant que militant. Les pièges et notamment ça, de ne pas perdre de vue pourquoi on fait les choses. Bien sûr. Le but ne doit pas être de briller ou bien d'arriver à soulever des foules. Le but doit être de défendre une valeur, une idée, un principe, quelque chose de juste. Et c'est ça. Il ne faut pas le perdre de vue, c'est ça en fait qui doit nous guider. Alors Jean-Victor Castor, je te remercie énormément. Tu nous as beaucoup enrichi avec tes anecdotes. Donc merci, c'était juste incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes grâce à toi qui vont découvrir et comprendre que la Guyane mène un combat depuis très longtemps et que ce combat n'a pas commencé en 2017, ne va pas se terminer. Exactement. Et c'est un long processus en fait dans lequel toi-même tu as apporté une grosse pierre et que tu continues d'alimenter. Donc merci déjà pour ton combat que tu mènes de façon inépuisable, vraiment avec beaucoup d'abnégation. Et puis, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'émission. Ben moi, franchement, je te remercie aussi. Ça fait longtemps que tu m'avais sollicité. Bon, on n'avait pas eu le temps. Donc, moi, je tiens aussi à féliciter ton travail. Hein. Merci. C'est une contribution qui est indéniable au parcours, au long chemin pour notre émancipation que tout le monde souhaite arriver le plus tôt possible. Sauf que ça se construit, ça se prépare. Et tu mets l'accent énormément avec d'autres jeunes, on va dire, de ta génération, sur le travail de prise de conscience, en remontant très loin dans nos racines, les civilisations qui nous ont portés. Et puis c'est un travail aussi éclairé parce que vous le faites en profondeur avec, je vois Candace qu'elle fait avec les poupées, tout ça. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis émerveillé par tout ça. Et ça, en tous les cas, ça vient conforter un positionnement, une posture que j'ai toujours eue. Moi, je crois aux gens. Je pense qu'il n'y a pas de période particulière. Les gens sont profondément... les gens sont conscients pour une bonne partie d'entre eux. Et puis, ils émergent, ils font leur boulot. Et maintenant, c'est à nous, en tant que... Il faut être stratège, en fait. Hein. Et puis surtout, il faut considérer l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte. Et je pense que si on fonctionne comme ça, on est sur le bon chemin. Voilà. Bon, félicitations à toi. Merci. Et puis à tantôt. À tantôt. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et puis surtout, si cette émission vous a enrichi, vous a apporté des informations que vous n'aviez pas, n'hésitez pas à la partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux à savoir, à comprendre, pour savoir où on va et comment on fait les choses. Donc merci à vous pour votre présence et on se dit à très bientôt. À bientôt. Bye bye.